comment s'assurer qu'un projet biosourcé soit accessible. Et je vais appeler Julien et Yaël à venir me rejoindre. Installez-vous, vous pouvez les applaudir, hein? Bah ouais. Venez me rejoindre, installez-vous, prenez un micro. Il y a une télécommande. Oh ben, je vais me mettre à côté de toi. Alors, Julien Cœurdevet, cofondateur, gérant, ingénieur de l'atelier ingénieur. Et en fait, tu es cofondateur de 180 degrés, basé à c'est Bordeaux. Bordeaux même. Et Yaël, président de l'Assismore, bureau d'études. Pareil, Bordeaux, on a la chance de se connaître, parce qu'on se croise souvent, justement, sur ces questions de construction biosourcée. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et alors, c'est toi qui avais la lourde tâche, Julien, de coordonner cette thématique qui est l'accessibilité. Vous savez, c'est la partie économique. On l'a déjà un petit peu abordé ce matin. C'est attention, parce qu'effectivement, les projets parfois ne passent pas parce qu'économiquement, ça ne passe pas, ou pas viable économiquement. Et on va en parler tout au long de ce moment jusqu'à la pause. Comment ça se fait déjà qu'on t'ait dit, allez Julien, occupe-toi de cette thématique? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça échappe à personne qu'évidemment c'est un peu le nerf de la guerre et on se confronte au sujet strictement sur la totalité des opérations avec des acteurs différents, sur des géographies différentes, des programmes vraiment différents, une temporalité, une conjoncture aussi évidemment, on le sait, assez variable et ça nous intéresse en tant que, je dirais que je vais évoquer un témoignage de praticien, hein, finalement, sans être du tout économiste de la construction. On va aura Emmanuel évoquer tout à l'heure un confrère qui est beaucoup plus strictement sur le sujet, mais néanmoins, comme on a affaire au sujet, à régler ces équations sur la moindre opération, ça nous intéressait de faire de capitaliser sur les opérations passées avec un certain recul aujourd'hui et de le restituer et d'essayer de trouver des explications, des nœuds, comment dénouer des points. Ce qui nous semble, j'essaie d'en faire une restitution tout à l'heure après avoir balayé un petit panel d'opérations pour vous faire part des conclusions qu'on a. Et on essaie même de travailler avec un économiste pour établir un recueil de données, de coûts considérés, de projets considérés fortement biosourcés et géosourcés, et de les comparer grâce aux économistes avec lesquels on travaille à ce qui est plus conventionnel et de tirer un peu des conclusions. Je vais faire voilà. Et ce recueil, c'est dans le cadre de la frugalité heureuse ou pas du tout? Je confonds Si, c'est bien le démarrage, je dirais l'étincelle de départ, c'était bien au sein du mouvement pour une frugalité heureuse et créative, où il y avait un certain intérêt de savoir, d'aborder prochainement le sujet. On pourrait dire de l'économie de la frugalité globalement, et qui est en train il y a une sollicitation sur des contributions assez variées sur ce point-là. Et nous, avec un petit pool de partenaires, on s'est dit notre contribution pourrait être une restitution tout à fait factuelle d'opérations livrées, en ramenant, en établissant un comparatif par programme, en étant très rigoureux sur SUSDP, les indices BT, etc., d'arriver à le restituer, d'expliquer pourquoi parfois on arrive à conserver des qualités très fermement au long de l'opération. On voit bien que ça requiert un certain niveau d'échange, de dialogue, et on veut restituer qu'une partie de l'astuce est là. Voilà. Ok, et donc ça sera un document publié, accessible à tous? Oui, probablement au premier semestre, là, on devrait l'avoir. Ok, on attend de pied ferme. Mais en attendant, c'est parti pour un portfolio, hein, tu l'as appelé comme ça, de projets. Puis ensuite, c'est Yaël qui prendra ta suite. La relève. Ouais. Alors, je voulais balayer, je vais le faire assez vite, mais c'était pour évoquer une diversité d'opérations, de maîtrise d'ouvrage, de géographie, et de vous préciser à chaque fois dans quel cas on a incorporé les matériaux dont on parle aujourd'hui. Ça, ce sont des ateliers thérapeutiques pour le centre Gilbert Haby dans le 78, tout près d'ici, avec les matériaux, l'incorporation de matériaux qui sont listés là. Pour les biosourcés, il y a toute une famille
avec du bois, bardeaux de mélèze en vêture, menuiserie extérieure en bois. Et pour les isolations, alors voilà, il ne faut pas que la paille se fâche, mais il y a également un petit peu d'autres choses. Dans notre cas, du liège expansé et fibre de bois, je pense que tout fonctionne vraiment ensemble. Pour les géosourcés, blocs de terre comprimés et enduits terre. Je continue mon petit tour. On va beaucoup plus au sud, près de l'Espagne. On est à Pau. Et là, c'est un groupe scolaire qui s'appelle Marancy, avec l'agence Dauphin, où on a voilà, quelques photos en cours de chantier, avec du réemploi également. Je voulais le citer rapidement. Voilà le réemploi qui a été réalisé. Des ardoises, des radiateurs, des WC existants, de la faïencerie. Pour les biosourcés, bois, taveillon de châtaignier en façade, des isolations en fibre de bois et ouate de cellulose, menuiserie extérieure en bois, et une incorporation de géosourcés. J'en parle également parce que pour nous, ça va de pair. On va souvent devoir chercher à réincorporer de l'inertie thermique et de la régulation hygrométrique par voie moins carbonée que d'autres filières. Et dans le cas présent, bloc de terre comprimé. Je continue à voyager un peu, je me rapproche de Bordeaux, Arcachon. On est en train de livrer ce petit institut de formation en soins infirmiers avec l'agence Thomaeus, avec là encore voilà, l'incorporation de je dirais, conjugué de ces principes-là, toujours dans une approche très bioclimatique. Pour nous, ça va de pair aussi avec la réponse. Et voilà un petit peu le panel de matériaux. Alors, on a la totalité, une grande partie des façades en bottes de paille. Et de la fibre de bois pour une partie assez précise à l'étage. Le reste est en bottes de paille, charpente bois, vêture bois également, et les géosourcés, à nouveau des briques de terre crue avec une autre technique, non stabilisée extrudée, et des enduits terre. Je continue, groupe scolaire FEDO qui vient d'être livré avec l'agence Dauphin, avec également du réemploi et plusieurs principes qui ont été appliqués. C'est juste à côté de Bordeaux. Réemploi, vous le voyez indiqué là, briques et tuiles. Blocs de pierre. Et pour les biosourcés, voilà, beaucoup de bois, la fibre de bois et du coton chanvrelin, du mixte coton chanvrelin dans les parois. Et les géosourcés de la pierre massive. Je continue, on reste un petit peu proche de Bordeaux. On a livré il y a plus d'un an et demi, un groupe scolaire avec les agences Milieu et Node. Pareil, avec un petit peu les mêmes principes. Là, on est dans le neuf, alors que tout à l'heure, vous voyez apparaître parfois des projets réhabilités. Ça m'importait aussi de vous l'expliquer. Pour les biosourcés, on est majoritairement en bottes de paille, fibre de bois, coton recyclé, et beaucoup de bois, charpente, vêture, menuiserie extérieure. Pour les géosourcés, là aussi, on est en pisé non stabilisé et des enduits terre dans les salles de classe. Là, on est à nouveau en neuf, une crèche en paille avec l'agence Duclos, près d'Angoulême à Rueil-sur-Touvre, livrée l'an dernier également, avec donc majoritairement bottes de paille et fibre de bois pour l'isolation, et les géosourcés, enduits chauds sur extérieur et blocs de terre crus comprimés. On change un peu de région, on repart dans les Pyrénées, à Ariège cette fois. Pour les naturalistes de l'Ariège, on a livré cette réhabilitation dans lesquelles les principes d'incorporation de biosourcés sont pleinement applicables. C'est un projet qu'on a fait avec l'agence Besson-Bolz. Et pour les biosourcés, majoritairement les ouvrages de reprise de charpente en bois, escalier sol, les vêtures étages en bois. L'isolation, on a tout un panel de biosourcés assez vaste, béton de Chauchan, fibre de bois, ouate de cellulose, chêne vote, et en géosourcé, des enduits terre à l'intérieur. On revient près du bassin d'Arcachon à Biganos. On a livré pour Aquitanis avec l'agence Dumont-Legrand une opération de 96 logements avec une expérimentation terre crue. On était en conception-réalisation avec Pyrénées Charpente. Voici le projet. Et pour les biosourcés, pas mal de fibres de bois pour l'isolation, structure charpente, vêture, les coursives, bois et bois alu pour les menuiseries. Et à nouveau une incorporation d'inertie et de régulation hygrométrique en briques de terre crue et chanvre extrudée. Et si je peux appeler, voilà, dans les mixtes, on a des blocs de terre chêne vote, c'est-à-dire on est à la rencontre, au croisement, à une hybridation biosourcée-géosourcée.
Là, je repars dans du neuf avec l'agence Dauphin d'Ordogne, Siorac de Ribérac, un foyer d'hébergement pour la maison familiale rurale, avec à nouveau des principes d'approche bioclimatique très forts pour la réduction des besoins énergétiques et le confort et la santé dans le bâtiment. Et on a incorporé massivement la botte de paille en façade, des fibres de bois, du coton chanvrelin. On a également, en isolant, je pars tout en bas dans les mixtes, de l'isolation par l'extérieur des zones pisées en béton de chaux-chanvre projeté en 26 cm. Et on avait beaucoup de bois par ailleurs et une très grosse incorporation d'inertie en pisé non stabilisé intérieur qui reprend les charges de charpente également. Il est porteur. Et les finitions intérieures sur paille sont faites à la chaux dans les chambres de l'internat. Voilà, globalement, c'est un panel pour aller un peu vite des opérations avec leur diversité. Je propose, ce sont des choses dont on va peut-être évoquer tout à l'heure à la table ronde, de quelques constats qu'on a fait au fil du temps. De toute évidence, ça échappe à une partie je dirais, des maîtrises d'œuvre et des entreprises, mais l'exercice je dirais, de maîtrise budgétaire est plus aisé, évidemment, lorsque la programmation est bien calée, adaptée à ses ambitions, lorsqu'on ne traîne pas un chiffrage d'avant Ukraine-Covid en 2023, forcément, quand les choses sont mises à jour, c'est certain. Maintenant, sur un deuxième constat très, très net qu'on a fait en préparant le recueil qu'on est en train de faire, on n'a pas de dérive générée dans la maîtrise du budget par des ouvrages considérés artisanaux ou un peu innovants. Les opérations qu'on a étudiées ont subi une augmentation du budget total de 2% maximum entre l'estimation des fins d'études et des bourses de fin de chantier. On voulait le partager parce que c'est peut-être pas évident pour les gens qui ne connaissent pas. On n'est pas exposé à des dérives au fil de l'opération parce qu'on est allé dans autre chose que le conventionnel. 2%, c'est faible. Oui, c'est tout à fait faible. Oui, je pense que c'est tout à fait comparable à une bonne maîtrise en conventionnel, si c'est le cas. Autre constat très net qu'on a partagé avec pas mal je dirais, de partenaires, y compris maîtres d'ouvrage, l'inflation des coûts des filières biogéosourcées lors des périodes de conjoncture agitées qu'on a dernièrement s'est avérée nettement inférieure à celle des filières conventionnelles. Fortement, c'était net. On se doute bien que quand on incorpore moins de processus énergivores, de transport, etc., on est moins sujet à des marchés mondiaux. Il est vrai en revanche, et il ne faut pas en avoir peur, on constate que la répartition du budget travaux diffère de celle des opérations conventionnelles. On a des lots on a des vases communicants. Les installations techniques sont allégées à la faveur de la qualité du clos couvert. Et évidemment, lorsqu'on vient satisfaire une réduction de besoins énergétiques, on a beaucoup de postes d'installations techniques qui sont affectés dans le bon sens. Et dans le bon sens, c'est dans le sens de la conception ou c'est dans le sens de la mise en œuvre? Enfin, c'est quoi le bon sens pour toi? Affecté dans le bon sens, c'est-à-dire une réduction des puissances à installer, des systèmes de régulation qui sont très différents. Nous, on a constaté qu'on pouvait enfin envoyer, je dirais, dédier aux parois des projets des montants de travaux qui sont supérieurs. On a très vite vu qu'en mètres carrés courants de toiture, en mètres carrés courants de façade, on n'arrive pas à descendre au niveau les plus bas du conventionnel, mais qui, à notre sens, ne satisfont pas les exigences qu'on a dans les opérations. Pour nous, c'est assez souvent sous-qualité. On pense même aux questions de pérennité, de résistance au tassement, mais il y a tout ce qu'on pourra évoquer tout à l'heure de plus en qualité recherchée, la contribution de la matérialité des parois je dirais, à la physique du bâtiment, aux équilibres intérieurs. On a aussi remarqué que ça c'est très net aussi, on a comparé beaucoup d'opérations, les coûts au mètre carré, souvent donc supérieurs aux ouvrages conventionnels, comme je viens de le dire. Il faut pousser un peu l'effort sur le mètre carré courant façade toiture, mais on a pu le faire dans des opérations où on n'a pas eu du tout à constater un surcoût du budget global. Ça, c'est très net aussi, en particulier grâce aux vases communicants que je viens d'évoquer. Les premières conclusions de l'étude en cours, donc on essaiera de terminer très prochainement, concernant spécialement les programmes d'enseignement, parce qu'on en avait vraiment beaucoup dans notre besace. Non seulement les coûts en exploitation chutent dans une opération biosourcée de qualité, mais il s'est avéré que l'investissement est également inférieur de 4% en moyenne par rapport aux projets conventionnels de référence.
On pensait qu'on avait constaté un certain dépassement et sur tout le panel qu'on a, dans de l'eau, il y a de la réhab, il y a du neuf, etc. C'est ce qu'on a constaté dans une partie des projets qu'on vient de voir dans le panel. Et justement, entre réhab et construction, on peut distinguer aussi un surcoût en réhab, c'est souvent ce qui est évoqué. Dans l'étude, on a l'ensemble qui est, je dirais, étudié. On n'a pas fait un distinguo spécialement sur le. En tout cas, je veux dire, on a constaté que lorsqu'on se permet de. On a pu, dans des programmes, proposer. Je veux dire, le premier des réemplois, c'est le maintien d'un existant en l'état. Il y a des programmes auxquels on a répondu avec nos confrères architectes et le reste de la maîtrise d'œuvre qui proposaient des démolitions, des démolitions assez radicales des ensembles immobiliers. Et en fait, on a réalisé qu'on préférait, sous réserve du bon diag structurel et du diag fonctionnalité, s'il s'avérait qu'ils étaient satisfaisants, pouvoir proposer à la maîtrise d'ouvrage de conserver ces structures-là et de concentrer les efforts financiers vers la correction. Pourtant, on n'est pas toujours du tout idéaux en sens d'orientation, etc. Mais en fait, quand tu peux garder la totalité de l'effort, tu t'économises de repasser par démolition, refondation, restructure, etc. On a pu mettre le paquet sur ce qui nous intéressait, toutes les corrections, composition de parois, inertie, protection solaire, etc. Okay. Alors, une hypothèse de début d'explication que j'espère on débattra tous ensemble tout à l'heure. Pour nous, quand même, on revient toujours à la qualité de dialogue entre les acteurs, les arbitrages multicritères et non monocritères menés conjointement lorsqu'on arrive à un certain degré de complicité, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, assistance à la maîtrise d'ouvrage. Les études menées transversalement dès le démarrage en équipe pluridisciplinaire. On ne peut pas aller très loin, je suis désolé, si les compétences sont réunies en APD ou en pro, ça ne marche pas, encore moins si elles ne sont jamais là. Processus de conception itératif, on propose également que tout le monde rentre, on va avec humilité, on comprend que la somme des doléances qu'on a aujourd'hui de résoudre les questions de carbone, de filière locale, tout le reste sont quand même assez sport, et c'est bien en allant par tâtonnement qu'on arrive à résoudre les équations, y compris financières, avec une approche en coût global. C'est fondamental de la généraliser. Les astuces sont trouvées pour obtenir une opération biosourcée de qualité dans un budget tendu. Les décisions sont prises à la lumière des études approfondies par étapes. On n'étudie pas un confort d'été d'un côté, un éclairement naturel de l'autre, etc. Et il devient, dans ces cas-là, impossible. On arrive à verrouiller, la matérialité devient verrouillée au même titre que finalement le projet architectural au sens d'un dépôt de PC. On ne peut pas varianter tardivement un élément aussi contributeur que la composition des parois et la matérialité intérieure. C'est vraiment, on assoit ce verrou, cette fermeté sur cette pluridisciplinarité et la complétude des études. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce stade-là, et on pourra... C'est très clair. Un bâtiment qui a été attaqué en 2018 du côté de La Rochelle, un siège de communauté de communes de 2400 m², un projet de 4,7 millions, façade bois, façade paille, toiture bois, plancher bois, on a quelques murs de refonte stabilisateurs en béton. À Émaux également, intéressant sur ce projet, vous l'évoquiez ce matin, la paille a été lancée, l'appel d'offres, le concours architecture a été lancé avec de la paille. Donc un projet, et c'est ça qui est intéressant de reboucler avec ce matin, avec les discussions de ce matin, un projet qui a été lancé en connaissance de cause. Alors 2018, on n'était pas du tout au niveau alors technique, mais aussi de maturité de la paille qu'aujourd'hui. À l'époque, je pense que les trois petits cochons étaient encore plus présents à l'esprit de tout le monde. Néanmoins, des élus qui nous ont suivis là-dessus. Un projet donc, qui a été lancé comme ça. Les équipes ont été retenues comme ça. Le dessin a été fait avec la paille, ce qui a changé toute l'histoire du projet. Donc, ce qui renvoie au fait quand même que
la maturité d'un bon projet paille, elle est essentielle à la réussite et sur le long terme, puisque là, ce que je vais vous montrer, c'est un bâtiment qui tourne depuis quasiment 2 ans, qui a été livré en 2023, en mars 2023, sur lequel on travaille toujours, et c'est ce retour d'expérience que je voulais montrer aujourd'hui. Donc, agence Alterlab de La Rochelle qui a réalisé ce projet. C'est un projet qui a été primé. Voilà quelques images du projet avec voilà, une ambiance très bois à l'intérieur. Un patio dit bioclimatique. D'ailleurs, Julien avait concouru sur ce projet à l'époque. Un patio aussi autour, qui a un axe de circulation non traité, non climatisé, non chauffé, dans lequel voilà, il y a de la brumisation, des brasseurs d'air, des choses assez intéressantes. Un bâtiment qui sert de support aussi démonstratif à l'acte de construire écologique et qui est somme toute plutôt bien réussi. Alors, je ne sais pas si on voit très bien les chiffres. La finalité de tout ça, c'est comment on arrive à peser tous ces jalons que l'on a mis en place depuis 5-6 ans pour arriver à quelle performance. Ce projet-là, c'est tout frais. On le clôture fin 2024 à 30 kWh au mètre carré. Absolument toute énergie confondue. Ce bâtiment, y compris les voitures électriques, le fonctionnement des gens qui bossent là, il boucle à 30 kWh au mètre carré, un peu moins de 170 mètres cubes d'eau. En gros, c'est un bâtiment de 2300 mètres carrés qui marche comme une grosse maison. La production d'électricité couvre 30% aujourd'hui du fonctionnement du bâtiment. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était de quantifier. On a fait des tas de choix dits bioclimatiques, de la paille, mais pas que, combinés à des protections solaires, à des brasseurs d'air, etc. Que vaut tout ça aujourd'hui ? 30 kWh au mètre carré, pour ceux qui cernent un peu dans la salle, c'est quand même, pour des ambitions qui datent de 2018, c'est exactement le 30 que vous voyez, c'était l'objectif qu'on s'était fixé au départ de l'opération, on sort à 32. C'est quand même un ratio de consommation extrêmement bas, extrêmement performant. Qui dit performant dit aujourd'hui un levier économique, c'est-à-dire qu'on évite de dépenser de l'argent dans de la surconsommation, notamment de chauffage et de climatisation. Et ce qu'on a essayé de faire comme travail, alors je sais que c'est un peu barbare, mais je vais vous commenter ça, c'est d'isoler la paille. Parce que c'est pas si simple. Ça demande, nous on le pilote ce bâtiment, et au fur et à mesure des mois de pilotage, on s'est aperçu de toute la quintessence qu'on pouvait tirer de la paille, et c'est ce que j'ai essayé de vous schématiser là. Alors pour les puristes, vous m'excuserez parce qu'on pourrait passer probablement une bonne journée sur ce sujet-là. On s'est aperçu de deux choses. Donc ce que vous voyez, enfin les deux graphiques, de manière générale, on a étudié quoi ? On a étudié beaucoup de choses. Mais là, ce qu'on a extrait, c'est les appels de puissance de chauffage et de climatisation en fonction de l'évolution de la température extérieure. Donc la température à droite, on file vers l'été, donc plutôt les 30-36 degrés. À gauche, on file vers le 0 degré l'hiver. Et les petits points donc, matérialisent les appels de chauffage ou de climatisation en fonction de cette température. Ce qu'on arrive à dégager, je vais faire la synthèse parce que c'est un peu plus fin que ça, mais c'est assez intéressant. En bas, c'est un bâtiment beaucoup plus conventionnel qu'on pilote aussi, qui est plutôt en béton plus CTI. C'est que comment on arrive à quantifier un peu le déphasage et l'inertie de la paille là-dedans. En gros, le projet paille qui est en haut, on a réussi jusqu'à 12 degrés extérieurs, notamment l'année dernière, à continuer à avoir le confort nécessaire aux utilisateurs. Un projet béton, on commence à saturer autour de 14 degrés extérieurs, 13 degrés à peu près. 1 degré d'écart, c'est loin d'être négligeable. Ce qui veut dire que l'hiver dernier, entre ces deux projets, il y a eu 6 à 8 semaines de chauffage en moins sur le projet en paille que je vous ai présenté. Ce qui est quand même assez considérable. Ça fait 2 mois de chauffage en moins. Donc au printemps, on a arrêté 5 semaines avant, et à l'automne, on a chauffé 3 semaines après, globalement, les autres bâtiments qu'on a pu lancer. Donc là, on touche un levier économique. Voilà. On a économisé 8 semaines de chauffage en jouant sur quoi ? Sur effectivement l'inertie de l'enveloppe. Et c'est là où on a tiré la quintessence de l'intelligence de cette enveloppe. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, contrairement à l'appellation grossièrement bioclimatique qu'on peut donner. En tout cas, sur des bâtiments publics comme ça, on souffle quand même 35 000 mètres cubes d'air. S'il n'y a pas un peu d'intelligence pour piloter au bon moment les équipements, pour éviter que
voilà, les équipements viennent sabrer le travail de l'enveloppe. On ne peut pas tirer, c'est pas la paille à elle toute seule qui fait le boulot. Sur la partie hivernale, voilà comment ça s'est passé. Sur la partie estivale, selon l'enseignement que l'on tire, grossièrement, avec une construction en béton, à partir de 24 degrés extérieurs, le bâtiment commence à passer en inconfort, mine de rien. Par contre, la différence avec la paille, et là c'est le caractère d'inertie qui amène sa plus-value, c'est qu'on limite l'appel de froid, c'est-à-dire que la montée en température de chaleur est beaucoup plus étalée, donc le besoin de climatisation se fait beaucoup, beaucoup moins important, alors qu'en bas, le bâtiment en béton, en fait, dès qu'on a passé cette dérive, les gens ont besoin de clim. C'est pour ça qu'il y a les petites boules bleues qui descendent à vitesse grand V. Et ce qu'on retient de ce projet-là que je viens de vous présenter, il est climatisé, parce qu'au départ, c'était une volonté du maître d'ouvrage de climatiser. C'est un échec. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va tout faire pour l'arrêter. Il y a besoin à un moment donné de climatisation, parce que quand il fait 40 degrés à La Rochelle, on a beau travailler avec l'inertie, avec la ventilation naturelle, à un moment donné, on ne sait pas assurer 26 degrés dans un bâtiment en passif. Totalement en passif, ce n'est pas possible. Donc, pour ça qu'on crée quelques besoins de clim. Néanmoins, on a énormément de désordre. Aujourd'hui, à lancer cette clim, ça nous engendre beaucoup plus de désordre technique, alors qui coûte parce qu'il y a des problèmes, il faut faire remonter les problèmes, il faut les gérer, etc., pour des heures ponctuellement. Ce qu'on retient aussi, notamment sur la période d'été, c'est l'écrasement aussi de puissance. Et Julien l'a abordé. Alors nous, on ne l'a pas encore pesé économiquement, c'est assez compliqué. C'est le surdimensionnement technique que l'on donne au projet aujourd'hui, ce qui fait combiner à une enveloppe aussi intelligente que la paille, on pourrait aller sur des dimensionnements beaucoup plus faibles. Là, ce que je vous ai mis, c'est les puissances maximum de chauffage à gauche, 18 watts par mètre carré, et la clim 7 watts par mètre carré. Pour vous donner les ordres de grandeur, aujourd'hui, j'ai une pompe à chaleur qui est plus de 2 fois dimensionnée. Donc elle est trop grosse, donc elle tourne pas assez bien, elle me coûte un bras. Ça, c'est difficile parce qu'on fait appel à des règles de calcul conventionnelles sur lesquelles il est difficile de faire bouger les faiseurs de manière générale, les bureaux d'études, etc., les entreprises aussi, parce qu'on vient de taper des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Et pourtant, je reste persuadé que la quintessence de l'intelligence de l'enveloppe, on la tirera et on trouvera les leviers économiques si on vient de taper des postes qui peuvent être dégradés, comme la technique, et c'est ce qu'a évoqué Julien juste avant. Bon voilà, c'était une synthèse extrêmement rapide, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer là-dessus. Il y a beaucoup à dire, effectivement. Merci, merci beaucoup. J'ai une question du public. Elle s'adresse à toi, Julien, par rapport à tes moins 4%. Comment tu les expliques, ces moins 4%? Tu peux nous le rappeler et puis nous donner quelques explications. On peut se demander. À un moment, moi, je me suis posé, ça m'a tellement surpris, je me suis posé la question du pool, du panel de la gamme de projets conventionnels qui avait été pris. Donc, je suis en train aussi de demander à les étendre pour qu'on n'ait pas pris spécialement des conventionnels chers, mais je connais les projets, ils sont assez classiques, donc je ne pense pas que... Enfin, nous, en tout cas, on n'avait vraiment pas de demande particulière d'aller s'assurer de marquer cette tendance. On va étoffer cette partie-là. Je suis quand même en train de réaliser que quand tout à l'heure je parlais de complicité de conception multicritères très tôt dans le projet, c'est aussi très tôt de déceler les débuts de dérive et de les régler en s'autorisant quand même à sanctuariser des qualités qu'il n'est pas souhaité de voir dégradées, et peut-être tôt aussi déceler avec la maîtrise d'ouvrage et au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre ce qui est peut-être acceptable de perdre. Il y a donc bien il y a des arbitrages qui sont faits assez tôt, mais je vais mettre le pied dans le plat sur d'autres sujets tout bêtes que sont enfin tout bête, c'est un peu complexe en projet, mais les travaux sur la rationalité des espaces, sur les ratios SU-SDP, les questions de compacité,
les questions de développé de façade et les questions qui embêtent encore quelques agences d'architecture, mais nous on est très ferme dessus, la maîtrise du ratio de vitrage. Une fois que tu sais que ton vitrage il est 40% de plus cher que même souvent bien plus 2,5 fois supérieur à des opaques de bonne qualité. Il faut arriver à les maîtriser et donc très tôt discuter sur l'architecture parce qu'on a vraiment on constate quand même une généralisation du tout vitré. On était déjà tombé dans le panneau il y a 30 ans et on y est revenu encore. On fait des micro-ondes et derrière, il y a vraiment la lutte contre les déperditions hivernales et la lutte contre les surchauffes. Il n'y a pas de doute à avoir. On va le demander au système, aux installations techniques de le faire. Donc ça c'est à maîtriser très vite. Ça va satisfaire beaucoup mieux les vases communicants dont je parlais. Et c'est un point fondamental. Et satisfaire l'usager final. Oui, Donc, en plus, en plus. on s'occupe beaucoup d'éviter la dégradation de la qualité de l'air par des surtraitements de l'air mécaniques. On fait très attention à ça. Les gens ont envie de pouvoir ouvrir des fenêtres. Les gens ressentent un air trop sec qui se balade entre ça. J'ai eu des audits sur des projets à 5% d'hygrométrie. On va essayer par la qualité du bâti à rester dans une fourchette 40, 60, 65% d'hygrométrie, idéalement, passivement, avant même de démarrer un système. Donc c'est un point qui est très, très important à résoudre tôt dans le projet, quoi. Merci beaucoup à tous les deux.